Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidèle présence en salle Pasteur pour aujourd'hui aborder un thème autour de l'art. Donc après les JO, on passe à l'art. On parle art byzantin. Alors l'art byzantin, si mes infos sont bonnes, c'est un héritier de l'art romain et de la Grèce antique, et qui se différencie par le fait qu'il n'aborde pas trop le naturalisme, mais plutôt dans le symbolique, en relation avec les religions, d'où le fait que vous allez retrouver cet art, notamment dans de hauts lieux comme Sainte-Sophie, que j'espère tout le monde connaît, ou encore des mosaïques, des dorures, etc. Mais aujourd'hui, on va le regarder sous un autre angle, parce qu'à un moment donné, avec les différentes chutes de Constantinople, donc Constantinople, un peu ceux qui l'auraient oublié, c'est l'ancien nom de l'actuel Istanbul, et Constantinople, eh bien, on va retrouver un art byzantin qui va partir en direction plus de l'Occident. On va le retrouver en pré-Renaissance italienne dans les premiers temps, ou un peu avant. Et puis ensuite, eh bien, on va découvrir des sculptures dont on va parler aujourd'hui, des sculptures qu'on va retrouver en Sicile, à Malte ou dans d'autres lieux, et des sculptures que notre invité connaît très bien. En effet, nous sommes heureux d'accueillir Daphné Guérin, qui est donc doctorante en études de sculpture byzantine, bien évidemment, et qui travaille à l'Institut français dans ce domaine à Istanbul. Donc, rassurez-vous, elle n'est pas venue tout de suite là, présentement d'Istanbul, mais elle est affectée à l'université de Strasbourg, mais travaille sur place à Istanbul. Donc, elle est la mieux placée pour nous parler de ces sculptures, d'autant qu'elle anime sur site des ateliers, si j'ai bien compris, qui permettent d'étudier toutes ces sculptures qui, je pense, sont riches d'enseignements sur cet art. Je lui laisse la parole et ensuite vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions ou faire part de vos réflexions. Voilà, bon après-midi. Merci. Vous m'entendez bien? Oui? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je tiens tout d'abord à remercier le Jardin des Sciences de me donner l'occasion de parler aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur. Alors, je suis étudiante en archéologie byzantine en 2e année et je suis suivie par Catherine van der Heijden. Et je travaille sur la sculpture byzantine en Italie méridionale. Alors, l'avancée de mes recherches ont été possibles cette année grâce à une bourse du ministère des Affaires étrangères pour partir à l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Et instinctivement, si je vous dis byzantin, à quoi vous pensez ? Alors, je fais un petit travail sur l'imaginaire collectif et par rapport à que représente notre discipline dans, on va dire, cet imaginaire qu'on a, c'est la vision qu'on a de notre discipline. Et à partir de Giotto, on a une déconstruction de l'art byzantin. Et à partir du 19e siècle, va y avoir une certaine fascination et un relancement dans ce qu'est le byzantin, mais pas n'importe quelle image de Constantinople, ça va être la dorure et la luxure. Et on a un très bon exemple avec Gustav Klimt, et en particulier cette exposition qui est assez extraordinaire, car c'est une exposition immersive qui a été donnée à New York en 2021, et du coup on a une représentation de l'architecture et aussi de ce fantasme de dorure et de séduction, parce que Klimt était attiré par les dorures de Ravenne. Cependant, le byzantin, ce n'est pas que ça, c'est également aussi l'histoire d'hommes, de femmes, d'empereurs, des esclaves, des artisans.
Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter la naissance d'une sculpture à la période proto-byzantine. Dans cette présentation, j'ai pris la liberté de ne pas mettre que des iconographies archéologiques, mais j'ai également mis des images d'artisans et d'artistes du XXe siècle plutôt, parce que pour moi c'est très important de faire le lien entre la période actuelle, surtout quand on travaille sur de l'artisanat, pour une certaine compréhension, et de toute façon l'archéologie, on peut considérer ça comme de la sociologie ancienne. Alors, pour vous expliquer un peu ce que c'est la période proto-byzantine, c'est une période qui s'étale sur à peu près 4 siècles. Donc, comme point de départ, la fondation de Constantinople en 330, et elle prend fin au 7e siècle avec une période critique de l'Empire. Au 4e siècle, comme vous le voyez, on a l'empereur Constantin Ier qui va se convertir au christianisme et fonder une capitale pour l'Empire romain d'Orient. Donc on a une séparation entre l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. Byzance devient une place assez stratégique et artistiquement, on a une continuité par rapport à l'art antique. Au 5e siècle, à Istanbul, on a un monument très caractéristique qui va marquer la ville. C'est la muraille de Théodose II qui encercle la ville par protection. Et tout comme le 4e siècle, l'Europe est marquée par des mouvements de population qu'on appelle dans le langage courant les invasions barbares, qui sont en fait les Goths, Ostrogoths, Visigoths, les Huns, les Lombards et les Vandales. Et suite à ce mouvement de population, Rome chute en 476. L'Empire romain d'Occident disparaît tout à petit, laissant la place à ces cultures émergentes. D'un point de vue du domaine artistique, on a le travail de l'ivoire qui va se développer. Et on garde quand même à l'esprit l'héritage antique avec des programmes urbains assez similaires. Par contre, l'art chrétien commence vraiment à prendre le dessus et se mélange au paganisme. Au VIe siècle, vous le voyez très bien sur la carte, c'est l'apogée de la période proto-byzantine. Cet apogée a été, on va dire, guidé par l'empereur Justinien Ier et sa femme Théodora. Et on va avoir une colonisation de tout le pourtour méditerranéen, qu'on peut comparer ça à la Mare Nostrum romaine, mais version chrétienne. D'un point de vue on va dire, de l'art caractéristique de cette époque, on va commencer à se détacher vraiment de l'art antique pour avoir une espèce d'originalité dans de nouveaux modèles qui vont s'inspirer, par exemple, de l'art sassanide. Comme je vous l'ai dit précédemment, le 7e siècle, c'est une période un peu sombre de l'histoire byzantine. C'est un siècle qui est assez marqué par les épidémies, entre autres les épidémies de peste, les différentes pressions exercées tout autour du pourtour de l'Empire, et par conséquent, il y a beaucoup de guerres qui éclatent, et ce qui entraîne une instabilité politique. Et on a comme pire ennemi, entre guillemets, les Perses et les Arabes. Le pouvoir byzantin est fragilisé et on a un épuisement des soldats, ce qui fait qu'au 7e siècle, ce n'est pas une période où on va voir énormément de construction et un développement artistique. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, ma thèse porte sur la sculpture byzantine en Italie méridionale. Et on a longtemps considéré la sculpture comme un art mineur, une sous-catégorie de l'architecture ou simplement un ornement.
Alors, l'étude de la sculpture englobe plusieurs types. C'est la sculpture architecturale, la sculpture liturgique, la sculpture de ronde-bosse et les sarcophages. La sculpture en ronde-bosse est totalement inexistante dans mon sujet. La sculpture architecturale va faire partie de la structure du bâtiment. On va aborder des problématiques similaires à la maçonnerie avec la répercussion des forces qui vont être exercées sur ces sculptures. Et comme genre d'éléments, on va plutôt avoir à étudier des chapiteaux, des architraves, des colonnes avec les bases, des linteaux, des contours de baies. En ce qui concerne la sculpture liturgique, on a plutôt une fonction d'aménagement intérieur avec de l'édifice religieux. Ça comprend l'étude de l'ambon. Donc là, vous avez un dessin d'ambon qui est le lieu où l'homme d'église fait le culte. Vous avez le chancel comme exemple, qui est la barrière qui va délimiter l'espace sacré. Alors le chancel, on retrouve des éléments comme des plaques, des pilastres, également des architraves. Et enfin, nous avons le ciborium, ici, qui est une sorte de baldaquin qui représente le cœur le plus sacré de l'Église. Donc comme vous vous en doutez, la différence qu'on peut faire entre architecture et liturgie, ça va être plutôt d'un point de vue des dimensions des sculptures qu'on va pouvoir faire la part des choses. Certains chercheurs en histoire de l'art incluent les sarcophages. Par contre, d'un point de vue archéologique, l'archéologie funéraire, c'est quelque chose de très particulier. Donc j'ai décidé de complètement l'exclure. Justement, vu que je vous parlais de la distinction archéologie et histoire de l'art, c'est des disciplines qui vont être complémentaires dans mon sujet. Alors, en histoire de l'art, on va étudier l'iconographie, le style, les influences. En résumé, on va étudier l'aspect décoratif. Et en archéologie, comme la petite définition de l'INRAP le dit, on va étudier les civilisations à partir de leur culture matérielle, les vestiges, les monuments, les traces de sociétés passées. Et ici, on va étudier la fonction de l'objet, les traces de vie de l'objet, les matériaux qu'on a utilisés, et ce que ça va nous apporter par rapport à l'organisation de la société. Alors, les méthodes de recherche n'ont pas toujours été comme celles d'aujourd'hui. Au XIXe siècle, à l'aube de l'archéologie, on cherche... Ah oui, je parle trop fort. Ah. Je parle pas assez fort. On cherche le bel objet. Vous m'entendez mieux? Oui. Ok, super. On cherche le bel objet. Le site emblématique a été détruit, et évoqué par les auteurs antiques. Aujourd'hui, on considère que extraire un objet de son contexte, qu'il soit pour des raisons, on va dire, sélectionné pour ses critères esthétiques, eh bien, c'est complètement détruire son intérêt scientifique. On le voit aussi avec le pillage. Donc, on peut considérer cette méthode 19e comme du pillage archéologique, si on veut un peu extrapoler les choses. Et alors, géographiquement, excusez-moi, je saute d'un sujet à l'autre. Géographiquement, j'envisage d'étudier l'Italie méridionale. Vous le voyez sur la carte, ça comprend la Sicile, la Calabre, les Pouilles. Et à ce jour, j'ai réalisé quelques prospections dans les Pouilles, en Calabre orientale et en Sicile orientale. Alors, tout d'abord, être en archéologie ne nécessite pas de faire des fouilles. Donc, personnellement, je fais des fouilles en tant que travail sur des sites, mais pour ma thèse, je ne fouille pas. J'ai un travail différent. Donc, c'est aussi de l'archéologie.
Mes problématiques s'articulent autour de deux sphères, la typologie et la technique. Dans la typologie, je vais plutôt avoir une réflexion d'historienne de l'art. J'essaye de distinguer les points de vue, le point de vue esthétique, que ce soit des sculptures d'importation de Constantinople, des productions à influence constantinopolitaine ou également des productions locales de la zone étudiée. La technique est plutôt une réflexion d'archéologue. Alors ici, j'aimerais mettre en lumière le commerce des marbres, son réseau en Méditerranée, et cela, géologiquement, il serait intéressant d'identifier les différents marbres et calcaires, et ça me permettrait de les mettre en relation avec le réseau commercial pour localiser les carrières. Et je m'interroge également sur la répartition spatiale des sites, s'ils sont plutôt littoraux ou ruraux. Alors, cette étude me permet de travailler sur la reconstitution de la chaîne opératoire, et le développement de cette dernière amène à suivre le chemin de la matière première de la carrière jusqu'à la mise en place de l'édifice. Grâce à cette compréhension de la chaîne opératoire, nous allons pouvoir appréhender le contexte économique, le contexte politique, religieux, et en même temps voir le savoir-faire des artisans de l'époque. Et en lien avec cette problématique, il y a une volonté d'étudier aussi les traces d'outils laissés, qu'ils soient volontaires ou non. Alors, en archéologie, on a des méthodes assez similaires par rapport à toutes les périodes qu'on étudie. C'est le dépouillement bibliographique, les missions de terrain, la constitution d'un inventaire, les analyses typographiques, donc c'est le tri par caractère commun, et l'analyse de l'objet en tant que tel. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter la naissance d'une sculpture. Et la reconstitution de la chaîne opératoire peut permettre de mettre en évidence les acteurs principaux, leur métier, leur savoir-faire, la hiérarchie interne, et retracer le système de commande, le réseau passé de l'Église ou l'empereur, et permettre la diffusion du travail des artisans. Le premier maillon étant l'extraction de la pierre. Alors, dans mon projet de thèse, je distingue les carrières locales et les carrières extérieures de la zone d'étude. Pour débiter un bloc, il est possible d'utiliser une faille naturelle, mais il est également possible de fendre la roche avec une masse qu'on percute. On met des coins en bois ou en fer et on percute une masse dessus. On obtient soit un bloc, donc pour faire des architraves ou des chapiteaux, soit une plaque qui va être utilisée pour les bas-reliefs, en général pour la sculpture liturgique ou les sarcophages. Et pour les fûts, c'est un tout petit peu différent. En fait, le tailleur va tracer au compas le cylindre, on va dire, et il va être formé de sa forme définitive, et ensuite il va extraire au pic le cylindre. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les carrières de meule. Et par la suite, on peut soit exporter le bloc tel quel, soit il peut être dégrossi en fonction du type de commande. Il arrive que la sculpture soit semi-finie, donc au stade de l'épanelage, dans la carrière, ou totalement achevée. En ce qui concerne les sculptures de la période proto-byzantine en Italie méridionale, la nature des pierres les plus utilisées, c'est le marbre d'importation. Ensuite, on a le calcaire, et dans de rares cas, on a un peu de granit. Donc, par exemple, pour la Sicile, sur 33 fragments inventoriés, j'en ai 20 en marbre, provenant de carrières extérieures. Pour la Pouille, c'est un petit peu pareil, sur 18, j'en ai 13. Et pour la Calabre, c'est un petit peu différent, la majorité en calcaire.
D'un point de vue humain, on va plus on va vers des tâches techniques, comme le dégrossissage et l'ébauche, plus l'ouvrier devient artisan, avec un statut social un petit peu plus enviable, et ces différents corps de métier vont se côtoyer allant de l'esclave jusqu'à la corporation d'artisans. Voilà. Alors, une carrière où beaucoup de mon mobilier provient, c'est la carrière de Proconèse. Alors, elle est située en Asie mineure, dans la mer de Marmara, en actuelle Turquie. Et je vous ai mis une petite vidéo de cette île. En fait, je pensais que c'était nécessaire de vous montrer la vidéo pour vous montrer à quel point l'homme a un impact sur le paysage. Là, on voit que la carrière a complètement dévisagé l'île. Donc, on reconnaît ce marbre par sa couleur blanche avec des veines grises qui sont assez régulières. C'est une carrière à ciel ouvert, exploitée en palier. Et on extrait la pierre, on l'équarrit, on la dégrossit pour donner un premier volume à la sculpture voulue. On a des traces archéologiques dans cette carrière de sculpture semi-finie. On le remarque ici sur la deuxième image au centre. Ce sont des chapiteaux corinthiens qui sont au stade d'épanelage. Mais on a également des sculptures qui sont entièrement terminées et qui sont prêtes à l'exportation. Ce marbre de Proconèse est commercialisé ensuite sur tout le pourtour méditerranéen. Et ici, vous avez une colonne qui provient de la cathédrale de Syracuse, en Sicile. Ce matériel-là va être commercialisé à environ jusqu'au 7e siècle, voire 8e. Alors, l'atelier. Les sculpteurs vont travailler plutôt en groupe et rarement individuellement. Ils utilisent des outils très variés qui vont dépendre, qui ont une fonction différente par rapport aux étapes d'élaboration du travail à réaliser. L'artisan va mesurer et tracer à la craie ou à la pointe et on va dire, mettre en évidence les premières formes à mettre en volume. Et ensuite, il y a un dégrossissement, l'épannelage avec une pointe ou un ciseau à grain d'orge pour enlever rapidement la matière. Ensuite, on le voit ici sur cette sculpture que j'ai prise qui représente Camille Claudel en sculptant. Je pense que vous connaissez Camille Claudel. C'est une sculptrice de l'époque de Rodin, début 19e. Et du coup, là, on la voit, elle est au stade de finition qui utilise le ciseau plat, où on va apporter plus de raffinement, on va apporter un certain modelé pour la sculpture, et en faisant aussi des sillons assez nets. Là, je vous ai remis un petit peu les outils utilisés. Alors, pour la dentelle de pierre, on a recours au trépan, qui est le petit outil que vous voyez ici. Et ça nous permet de faire des petits trous pour ajourer la sculpture. Et enfin, il y a la possibilité de faire un dernier limage afin d'enlever toutes les irrégularités des traces d'outils qui ont été réalisées. Alors, comme vous le voyez ici sur cette sculpture qui n'est pas encore finie, c'est une bizarrerie du musée, en fait, vous voyez là toutes les petites dents, on a encore des traces d'outils qui montrent que c'est encore un état inachevé d'ébauche.
Ici, vous avez une sculpture d'un architrave à Syracuse, et on voit très bien, tous ces petits points-là ont été faits au trépan. Et là, je retiens votre attention sur cette partie-ci, qui est entièrement piquetée, qui permet d'avoir une meilleure adhérence avec un autre élément sculpté. Alors, après l'atelier, on passe au commerce des marbres. Grâce au naufrage de navets lapidariés, en fait, on va étudier la reconstitution du réseau commercial maritime. Ces navires nous donnent des indices sur la provenance, sur les différentes escales. Par contre, pour la destination, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus complexe à déterminer parce que ça va dépendre de l'emplacement où s'est échoué le navire. Alors, en Italie méridionale, comme vous le voyez sur cette carte, c'est la zone en Méditerranée où il y a le plus de naufrages de navires transportant des cargaisons de pierres, qui datent surtout de la période romaine d'ailleurs. En Calabre, à Crotone, on a 5 navires romains qui se sont échoués à proximité des côtes, parce que c'est une escale obligatoire. En fait, si la trajectoire passe par les Pouilles et dans le golfe de Tarente, il va faire une escale à Tarente, et ensuite, Crotone est, comme vous le voyez, le seul promontoire de ce golfe-là. Du coup, il y a un arrêt obligatoire avant de passer à Reggio Calabria dans l'isthme pour desservir Rome. Parce qu'à l'époque, tout tourne autour de Rome encore. C'est encore une période de transition où on a cette région-là qui est très rattachée avec l'ancien empire occident. Alors, en Sicile, on a un merveilleux exemple de naufrage, c'est le Marzamemi II. Alors, pour vous contextualiser un peu, Marzamemi II, c'est un naufrage qui a eu lieu, on va dire, au bord des côtes de la Sicile sud-est, et c'est un navire qui date du VIe siècle. Il a été fouillé dans un premier temps dans les années 60, et les fouilles ont été reprises par l'université de Stanford en 2013, et elles sont toujours d'actualité. D'un point de vue du mobilier, pour être général, c'est une église en kit. On a tous les éléments pour faire une église. Et c'est des éléments qui vont venir de carrières différentes, de Proconèse, et également on a du marbre vert de Grèce. À cela s'ajoutent des éléments de vie de l'équipage, donc on peut déterminer le nombre de personnes qu'il y avait sur ce bateau, et on va avoir des traces en fait qui vont nous permettre de reconstituer les différentes étapes qu'a réalisé ce bateau pour arriver jusqu'ici. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la destination est une chose complexe à appréhender. Ici, il s'est échoué au bord de la Sicile, donc on peut penser que sa destination c'est la Sicile. Cependant, il y a aussi de fortes chances que le bateau allait aller en Afrique du Nord. Et c'est une cargaison qui fait à peu près 100 tonnes pour vous donner la représentation, on va dire ça. Alors, ensuite, la mise en place de la sculpture architecturale va se faire au fur et à mesure des étapes de construction. Archéologiquement, on peut trouver des traces de l'échafaudage. Donc, par exemple, les trous de boulin pour les poutres, horizontales, pardon. Et il est possible aussi de trouver des trous de poteaux qui vont nous permettre de mettre les piquets pour tenir les échafaudages. On n'a qu'une seule représentation, on va dire, commune de construction
d'édifice, c'est l'épisode de la tour de Babel. C'est une image qui va revenir dans les manuscrits, qui va revenir par exemple ici sur cette mosaïque, mais ça va être la seule quasiment représentation dans la Bible. Et ici, vous voyez... ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une mosaïque qui fait partie d'un cycle de l'Ancien Testament à l'église Montréal, qui est juste à côté de Cefalù, en Sicile. Ici, vous avez... Ici, vous avez un plan d'une église à Broticello. Et comme on le voit, on a un agencement... En fait, on a un soin particulier pour l'emplacement de chaque sculpture, qui va se définir dans une organisation spatiale. Et je travaille ce sujet-là avec Grégoire Sommer, qui est historien de rhétorique byzantine, mais qui est également paléographe, et il étudie les manuscrits en grec byzantin. Et ensemble, on essaye de travailler sur le lien entre la liturgie et la sculpture liturgique. Et justement, l'organisation spatiale de cette sculpture liturgique en fonction du rituel. On peut comparer ça à une pièce de théâtre. En fait, le texte ne va jamais changer. Ce qui va changer, ça va être la mise en scène. Et là, c'est exactement pareil. Le culte ne va jamais changer, c'est la manière dont il va être fait. On va utiliser l'espace différemment. Donc, par exemple, à la période proto-byzantine, le culte se fait devant le bâtiment, dans le narthex. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le siècle, le culte va se reculer. Ici, vous voyez, l'ambon, il est au milieu du naos. Donc, l'homme d'église fait son culte ici. Et on va le voir après... plus tard, au niveau du cœur. Alors, il y a une petite alternative par rapport à la provenance des matériaux, c'est le remploi. Donc, qu'est-ce qu'un remploi ou la spolia? C'est une sculpture qui est extraite d'un bâtiment qu'on va replacer ailleurs. Donc soit dans un autre bâtiment, soit dans une fontaine, soit sur un sol. Et son utilisation va dépendre de plusieurs facteurs, qu'ils soient religieux ou politiques. On peut soit recycler cette sculpture pour des raisons économiques, donc en fait on a de la matière première à portée de main, et c'est souvent un édifice qui est à proximité, donc on a juste à piocher et à retailler le morceau qu'on veut. Mais on a aussi des prélèvements qui ont des raisons politiques. Ça peut symboliser, par exemple, la domination d'une religion sur une autre, comme le christianisme le fait sur le paganisme, dans certains exemples. Donc, ici, vous avez des remplois antiques. Donc, la sculpture est réutilisée, provient des environs. Et on a une restructuration, une mise au goût du jour de la sculpture concernée avec des contraintes de forme et de volume. Donc on a 3 cas de figure. Soit on réutilise la sculpture telle qu'elle, soit on l'utilise en faisant quelques petites modifications, soit on l'utilise seulement en matière première, donc on n'a quasiment aucune trace de ce qu'était la sculpture à la base. Alors ici, je vous montre un petit exemple de la cathédrale de Syracuse, qui était en fait un ancien temple dorique d'Athéna. Donc le temple, on voit que l'Église a réutilisé absolument toutes les colonnes doriques. Et ici, c'est un cas de figure assez extraordinaire, parce que vous voyez que, en fait, un chapiteau corinthien sert de base. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, ce chapiteau corinthien est antique. Au-dessus, on a une colonne. Et cette colonne, pendant les invasions arabes, elle a été
inscrite avec une inscription arabe par rapport aux dieux. Donc en fait, on a plusieurs remplois. On a une modification de la base, et ensuite on a sur la colonne au-dessus la trace de l'arrivée des Arabes. Alors je me suis interrogée de la stabilité de cette colonne parce que je ne savais pas trop, on va dire, enfin on peut avoir un certain blocage quand on voit un chapiteau en base. Et donc j'ai posé la question à un ingénieur en génie civil qui a fait la restauration de cette église, et il n'y a aucune instabilité par rapport au monument, parce que c'est une zone sismique qui est assez... Enfin, d'un point de vue sismique, c'est quand même... La Calabre, c'est quelque chose de... Enfin, c'est une zone sismique très mouvementée, on va dire. On a également des remplois postérieurs, donc des transformations ou des réutilisations de sculptures byzantines 5e, 7e siècle dans des architectures postérieures. Ça va poser des petits problèmes d'identification et de datation. Donc, par rapport à la nature de la pierre et à l'endroit du remploi, il va y avoir un impact du temps, de l'usure, par rapport à la circulation, par exemple, ou des intempéries. Alors, sur cette illustration, d'ailleurs, la première chose qui vous tape à l'œil, c'est les mosaïques. Quand on rentre dans le bâtiment, on voit que ça. Mais, en fait, si vous faites attention, il n'y a pas une colonne pareille. C'est que de la reconstitution. En fait, toutes ces colonnes, elles sont antiques. Et là, dans le coin, en fait, c'est à l'entrée, c'est quelque chose qui n'est pas du tout visible. Vous avez un magnifique chapiteau du VIe siècle, qui vient directement de Constantinople. Alors, je me suis dit que quand même, vous avez peut-être envie de voir à quoi ressemblaient les sculptures de mon corpus. Donc, je vais rapidement vous les présenter. Je vais différencier les sculptures d'importation des sculptures de fabrication locale. Donc, je vous ai mis 3 exemples en fait de sculptures du VIe siècle. Vous avez un premier lot de fûts de colonnes, dont un exemplaire en Sicile, un exemplaire en Pouille et un exemplaire en Calabre. L'exemplaire à Syracuse, enfin, comme vous le voyez, il provient de l'église Saint-Nicolas. L'exemplaire... non, pas du tout. À Syracuse provient de la cathédrale, à Bari provient de Saint-Nicolas, et la provenance est assez floue pour la Calabre, il est juste exposé au musée de Catanzaro. Alors, c'est une colonne qui est assez caractéristique par son motif. On a le premier tiers qui est des cannelures pleines, qui va être séparé d'un bandeau plat, et ensuite, les 2 tiers suivants sont des rainures torsadées. Ce type de colonne est assez diffusé dans le bassin méditerranéen au VIe siècle. On le trouve surtout dans l'ère adriatique, mais on le trouve aussi en Afrique du Nord. Elle a la particularité que tout modèle envoyé en Méditerranée est uniquement fait en proconèse, mais avec une utilité liturgique, donc sûrement un ciborium ou une colonne provenant d'un chancel. Et en fait, je vous ai mis celle de Calabre, mais en fait, j'aurais peut-être pas dû vous le mettre ici, mais je trouvais ça très intéressant de les mettre en relation avec les autres. C'est parce que c'est pas du tout de l'importation. C'est une sculpture locale, influence constantinopolitaine. On voit, elle ressemble exactement aux autres, mais c'est du calcaire. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit l'usure qui est totalement différente, parce que ce calcaire-là est beaucoup plus tendre que le marbre de Proconèse. Dans le deuxième cas de figure, vous avez les chapiteaux que je vous ai montrés tout à l'heure, qui sont
des chapiteaux à un poste, des chapiteaux assez végétales, plein de... Vous avez une tresse à 3 brins qui couvre... Pardon, je vous le montre avec le... qui couvre l'astragale. Et ensuite, au niveau de la corbeille, vous avez un découpage d'une feuille de vigne et dans les angles, une pomme de pin. Au niveau de la baque, on voit une frise de feuilles qui sont découpées. Et là, on voit très bien l'utilisation du trépan, soit ici avec tous les petits trous qui ont été faits de manière décorative, mais également ici, vous voyez, en fait, ce creusement est possible que par l'outil. Donc là, il n'est pas utilisé d'un point de vue du décor, il est utilisé d'un point de vue technique. C'est un chapiteau qu'on va retrouver à la mosquée de Kairouan, c'est en Tunisie, mais on va aussi avoir un exemple à Venise. Dans ce dernier cas de figure, c'est une base. Ce type de base, on en a 2 exemples en pouce, je vous en ai mis un seul. C'est une composition géométrique avec des emboîtements de losanges qui vont cerner un quadripétale avec des petites gouttes. Là aussi, on voit l'utilisation du trépan ici. Et dans les écoinçons, on a des successions de triangles. On voit un exemple assez similaire d'un point de vue iconographique au musée archéologique d'Istanbul. Alors, c'est un modèle, les emboîtements géométriques, c'est un modèle très courant dans la représentation proto-byzantine. Donc, comme vous l'avez vu, on a, avec ce rapide aperçu de la sculpture proto-byzantine, il y a quelques petites caractéristiques qui se détachent. Alors, je ne vous ai pas mis d'exemple d'un héritage antique, mais par exemple, le chapiteau corinthien persiste encore avec des caractéristiques un petit peu différentes, mais on a quand même une volonté d'avoir un style nouveau avec un mélange de géométrie et végétal. En ce qui concerne les fabrications locales, je vous ai mis 3 exemples dans les 3 régions différentes. Alors, on a une plaque qui est un petit peu étrange. On ne peut pas vraiment l'apparenter à un modèle antique. On voit, parce que la composition est totalement déstructurée, on voit ce motif de palmette qui revient assez souvent dans n'importe quelle... il revient sous n'importe quelle forme. Ici, vous avez un chapiteau à cannelure, un chapiteau sur une colonne à cannelure. Et ce qui peut nous faire penser, on va dire, à quelque chose d'inspiration byzantine, c'est ce mélange entre végétal et géométrique. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, on est sur un terrain qui est assez loin de la capitale, avec une identité qui est particulière, où on a la trace des invasions de Goths et également des Lombards. Donc, ça se mélange, c'est très poreux, ce style-là. On a un fragment de pilastre, ici. Alors, on a un cadre, un bandeau plat, et la sculpture est faite en creux dans ce cadre. On peut observer une croix latine bouletée, entourée de quadripétales à pétales arrondis. Au-dessus, on imagine qu'il y a un petit médaillon. Et en ce qui concerne ce genre de motif, c'est un motif qu'on trouve très régulièrement sur les plaques et sur les devants de sarcophages. On le trouve aussi très fréquemment dans l'art byzantin, mais pas que. En fait, c'est un motif assez répandu. Il a été taillé dans du tuf, une pierre assez tendre, et on sait que la carrière est vraiment à proximité du lieu où on l'a trouvé, c'est dans la plaine de Squillace.
Ensuite, je vais vous parler de ce trumeau en calcaire. Alors, le trumeau, c'est, on va dire, la petite colonnette qu'il y a dans une bifora, c'est une fenêtre avec 2 ouvertures. On voit sur le chapiteau de ce trumeau un médaillon avec une croix de Malte et au centre un point. Donc là, on ne peut pas imaginer que c'est un trou de trépan, mais un trou de compas pour faire l'arrondi du médaillon. Ça également, c'est un motif qui est très utilisé dans l'art byzantin, mais par exemple, on le retrouve en France très fréquemment aussi à la même époque. Donc, pas tellement caractéristique. Donc, ça pose beaucoup de questions par rapport à la relation à l'époque. 6e siècle, les Byzantins sont sur place, mais cette fabrication locale existe et on remarque que ça n'a absolument rien à voir avec la sculpture d'importation, d'un point de vue du style et également d'un point de vue des matériaux choisis. Du coup, je vais conclure. Donc, durant cette conférence, j'ai essayé de vous montrer les traces archéologiques qui nous permettent de reconstituer cette chaîne opératoire pour nous donner naissance à une sculpture proto-byzantine. Et j'ai essayé aussi de vous dégager les quelques caractéristiques d'un chapiteau du VIe siècle. Alors maintenant, je vais vous poser la question, quelle est votre vision du byzantin ? Parce qu'on a vu que malgré l'émerveillement qu'on a de l'art byzantin, en ce qui concerne la sculpture par exemple, on voit cette particularité, ce raffinement de la dentelle de pierre, l'originalité des motifs, mais on ne peut pas oublier que ces éléments décoratifs ont été commandés par la haute société et elles ont été utilisées pour l'harmonie d'un lieu de culte. Pour recevoir, ces fidèles sont destinés ces sculptures sont destinées à être vues. D'un point de vue humain, il a fallu toutes ces étapes de la chaîne opératoire qui a été développée précédemment pour donner naissance à cette sculpture. Donc elle est réalisée par des personnes de classes sociales très différentes, en allant de l'exploitation d'esclaves à l'artisan sculpteur et ensuite aux commerçants et bien sûr aux commanditaires. Donc là, je vous ai mis la chaîne opératoire avec les photos, on va dire, c'est très important quand on étudie le matériel, d'étudier aussi le geste qui va avec. Donc, c'est pour ça que j'avais fait le choix de vous mettre des illustrations de période contemporaine, jusqu'à celle-ci qui est une photo du détroit, de l'isthme entre Messine et Reggio Calabria, et on voit qu'il y a toujours un commerce très dense. Vous avez une autre représentation de la tour de Babel avec tous les métiers déclinés pour arriver à une construction. Ici, c'est une carrière locale en Calabre. Ça, je vous l'ai montré dans la carrière de Proconèse. Là, nous avons un chapiteau corinthien de Messine du VIe siècle. Et justement, on voit très bien tout le travail raffiné. La commercialisation, je vous ai parlé de Marzamémie. Donc, voici le tas de colonnes qu'on a trouvé. Et ensuite, pour la mise en place, nous avons vu ensemble le Botticello, ce plan assez caractéristique avec tous les éléments et les fondations de chaque emplacement de sculpture. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci Daphné. Si maintenant dans la salle, vous avez des questions, des remarques. Merci.
Vous avez beaucoup insisté sur la notion d'inspiration religieuse dans l'art byzantin. Je me posais de la question de savoir s'il n'y avait pas aussi des aspects purement, je ne veux pas dire laïques, mais esthétiques ou en rapport avec des bâtiments qui sont des bâtiments pour des... non pas pour des religieux, mais pour des institutionnels, par exemple, des formes de mairie ou de ce genre, ou des bâtiments... des dépôts, des entrepôts, ce genre de choses. Parce que la seule justification de cet art byzantin que vous avez donné, je suis quand même très étonné, c'est uniquement religieux. Oui. Ça m'arrête un peu. Oui, en effet. Et c'est pour ça que j'ai insisté que je travaillais sur la sculpture liturgique. C'est pour justement mettre dans le cadre de la sculpture dans une église. Si on peut l'étudier sous un angle différent, par exemple aux fortifications byzantines, il y a aussi une certaine forme d'ornement. C'est pas que des blocs de maçonnerie. Donc oui, on pourrait l'étudier sous une forme différente. Mais là, j'ai voulu en fait plutôt privilégier un seul domaine, c'est le domaine de religieux. Mais parce que l'archéologie, le problème, c'est que comme je vous disais, l'archéologie funéraire, c'est quelque chose de très particulier. Étudier les fortifications, c'est quelque chose qui a absolument rien à voir. C'est passionnant, mais c'est tellement éloigné comme sujet qu'on ne peut pas s'y consacrer. D'autres questions? Oui. Merci. Je vais vous poser une question qui va vous embêter, parce que je sais que ça va être un peu des suppositions symboliques dans l'archéologie, on n'aime pas trop ça. Vous nous parlez de sculpture liturgique, et je remarque qu'on n'a pas des chapiteaux figuratifs, comme on peut avoir parfois dans certaines églises, avec des agneaux, uniquement des fleurs, des palmiers, des motifs végétaux. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, donc supposition, qu'est-ce que ça dit selon vous de la conception de la spiritualité à l'époque, d'avoir des bâtiments qui sont consacrés à Dieu, où on a présent que du végétal, que du naturel? Alors, on n'a pas que du végétal. Là, ça a été j'ai sélectionné certaines sculptures. Mais on a d'ailleurs, au niveau des chancels, on a beaucoup de représentations avec des losanges et des croix à l'intérieur. La croix grecque est très représentée, la croix latine également. Et du coup, oui, c'est vrai que les exemples ont peut-être été pas forcément bien choisis pour la variété des motifs, mais par exemple, on a des chapiteaux à panneaux où on a juste une petite croix au milieu. Voilà. Donc oui, c'est vrai. Ici, c'est pas trop représenté, mais en fait. C'est vrai qu'il y a une volonté d'avoir une abstraction. En fait, on n'a pas forcément que des images, on va dire, parlantes d'un point de vue religieux. Mais en fait, il ne faut pas oublier que la sculpture fait partie d'un ensemble. Il y a aussi les fresques et les mosaïques qui participent à l'édifice. Donc, il peut y avoir une complémentarité entre les plusieurs médiums, on va dire. Donc, là, j'étudie la sculpture, mais je pense que si on le remet dans un contexte spatial, peut-être que ça se complète et justement, il y aura la présence de figurations religieuses. Autre intervention? Oui, madame. Oui, vous n'avez pas parlé de textes contemporains qui feraient allusion soit à la sculpture, soit au commerce de la pierre. Est-ce qu'il en existe? Des documents. Des textes. Des textes, vous voulez dire... Des écrits? Des écrits. Alors, le problème, ça c'est vraiment un problème, c'est que ce serait génial de trouver, par exemple, des cahiers de comptes pour savoir, par exemple, le commerçant qu'il y ait une traçabilité de l'objet, et ça, on n'a pas. Donc, on est contraint, en fait, d'avoir comme principal matériel les naufrages, en fait,
en archéologie subaquatique. D'autres interventions? J'ai une question à propos de traçabilité et autres. Là, votre zone de recherche, de thèse, c'est donc ces régions-là de l'Italie, la Calabre, la Sicile, on l'a compris. Mais si on voulait pousser un peu plus loin, quelles sont les autres géographies qui viendraient là-dedans? Est-ce que vous avez d'autres collègues qui travaillent sur d'autres sites un peu plus élargis? Comment ça se passe par rapport à la Turquie elle-même? Oui, Est-ce que vous comparez le tout entre collègues? Enfin, comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans tout ça? Oui. Alors, par exemple, Catherine Van der Rey, qui me suit, travaille sur principalement les Balkans. Récemment, il y avait un catalogue sur la Bulgarie. On a beaucoup de travaux sur la Grèce. Donc, il y a des chercheurs qui sont comme ça assez localisés par rapport à des thématiques communes. Il y a des historiens qui travaillent uniquement sur l'économie du marbre. Et du coup, en fait, on va dire, un éventail de chercheurs qui essayent de compléter justement cette mosaïque de Méditerranée. Après, il y a des petits manques. Par exemple, l'île de Malte, c'est quelque chose de très intéressant d'un point de vue du contexte. J'ai essayé de l'inclure en fait dans mon sujet parce qu'elle se trouve pile entre l'Afrique du Nord et la Sicile. C'est extraordinaire d'un point de vue de la trajectoire des bateaux. Par contre, il y a peu de fouilles qui ont été réalisées pour des églises chrétiennes. Et du coup, le matériel, on va dire, sculpté est quasiment pas utilisable. Enfin, il n'y a pas d'accès déjà au rapport de fouilles et en plus, il n'y en a quasiment pas. Attendez le micro, s'il vous plaît. Est-ce que des fouilles... Le micro, s'il vous plaît. Il arrive, le monsieur. Est-ce que des fouilles ont été faites en Corse, par exemple, et quand même assez proche, en Corse, il y a des choses de fait. On sait que les Byzantins sont allés en Corse, on a des textes qui l'attestent. Par contre, il n'y a pas de traces archéologiques. Parce que, justement, j'ai travaillé avec des archéologues là-bas, et on se posait cette question-là, ouais. Même d'un point de vue du bâti, tout domaine confondu sur le byzantin. D'autres interventions? Oui. J'ai une dernière petite question. Vous faisiez un parallèle intéressant avec les illustrations, avec des images modernes, 19e siècle. Ah oui, par exemple ça. Voilà. Je vais faire un parallèle. Au 19e siècle, en France, les personnes travaillant dans des carrières de pierre étaient souvent pas directement françaises. Par exemple, en Creuse, dans les carrières, c'était surtout des Italiens qui venaient, parce que c'était un travail extrêmement dur, et souvent c'était des immigrés qui étaient un peu forcés de le faire. Vous avez parlé du fait qu'il y avait les tailleurs de pierre, puis tout d'un coup, plus on allait vers la finesse du détail, on montait vers le statut d'artisan. Donc je suppose qu'il y a des traces sur les statuts sociaux des travailleurs. Est-ce que vous savez s'il y avait beaucoup un système d'immigration autour de la taille de pierre à cette époque? Est-ce qu'on a des traces? Ouh là là, alors ça, archéologiquement parlant, c'est super compliqué de parler de ça. Déjà, par exemple, la localisation des ateliers, c'est quasiment introuvable parce que les déchets, en fait, sont utilisés pour faire de la chaux. Donc là, ça règle tout le problème. Et d'un point de vue, oui, en fait... Parler de classe sociale à cette période-là, dans ce domaine-là, c'est trop compliqué à... En fait, c'est des suppositions. On sait on peut avoir, par exemple, des prisonniers de guerre, on peut avoir des esclaves, ça on le trouve, par exemple, aussi chez les Romains. On peut avoir en avoir la certitude, je pense que je ne peux pas du tout répondre à cette question. D'autres questions? Oui. J'étais un peu surprise que vous appeliez ça sculpture, parce que pour moi, une sculpture, en fait, c'est quelque chose de plus représentatif et
Le travail du tailleur de pierre, c'est ce que vous appelez la sculpture. Et donc, pendant cette période, vous nous dites, finalement, il n'y a pas de différence entre le tailleur de pierre et le sculpteur. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai dit qu'il y avait une chaîne opératoire allant du carrier au sculpteur jusqu'à la personne qui le met en place. Du coup, c'est des métiers totalement différents. Et justement, en fait, l'utilité que j'ai voulu... c'est pour ça que j'ai voulu faire cette conférence, c'est pour mettre en évidence tout ce travail en amont pour donner, en fait, cet ornement-là dans une architecture, cette sculpture. Donc, c'est pour ça que je me disais, avant, c'était utilisé comme un ornement. Maintenant, la sculpture, ça s'étudie sous différents angles. Oui, mais ce sont quand même des motifs qu'on retrouve un peu partout. Et sont, bien sûr. Fait, je ne dis pas que chaque sculpteur a son originalité, mais là, c'est plutôt, moi, ce que j'appellerais le travail d'un tailleur de pierre, plutôt que d'un sculpteur, dans le sens où on reproduit certains motifs qui reviennent. Moi, je faisais plutôt la distinction d'un tailleur de pierre pour des étapes antérieures, parce que par exemple, Camille Claudel, vous la considérez comme sculptrice ou comme tailleur de pierre? Ah, mais elle est sculptrice, clairement. Voilà. Et la personne qui fait ça, pour moi, un tailleur de pierre. Je pense aussi que c'est un sculpteur. C'est un artisan, on est d'accord, c'est pas un artiste, il fait des commandes, mais pour moi, c'est de la sculpture. La taille de pierre va peut-être faire... Par exemple, la taille de pierre, moi, je vois plutôt dans l'appareillage. Ça, on peut parler purement de taille de pierre. Mais là, à partir du moment qu'il y a une recherche d'un esthétisme décoratif, d'ornement, j'appelle ça de la sculpture. Vous appelez ça de la sculpture. Ok. Je crois que c'est différent maintenant. À l'heure contemporaine, on fait la différence entre le tailleur de pierre qui reproduit des choses ornementales sur un bâtiment et une sculpture pas nécessairement originale. Ah oui, c'est deux corps de métier pour moi, oui, ils apprennent des choses différentes. C'est pour ça que je vous pose cette question. Oui, ça peut être... parce que c'est vrai que... Attendez, parlez pas tous en même temps, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà, il y a une réflexion rapide. Oui. Voilà, oui, on est au courant maintenant des formes, et notamment des formes symboliques. Une petite frustration, il manque un petit peu les formes humaines, parce qu'on n'en a pas vu, on n'a pas vu de sculpture anthropomorphique. Par contre, ma question, et c'est là-dessus que je vais insister, c'est qu'en est-il des polychromies et des couleurs? Est-ce qu'on a Il y a une super étude qui a été faite par comme sur les cathédrales. Est-ce qu'on trouve encore des couleurs? Alors, traces de pigments. Il faut considérer que tout ça, c'était peint. Oui. C'est extraordinaire. Il y a une étude qui a été faite qui retrace justement la polychromie sur la sculpture byzantine qui a été faite par Pédone, qui a été publiée très récemment. Et justement, on a soit des éléments entièrement peints encore, ou on peut faire des analyses très fines sur des petites brides qui existent dessus. Donc oui, là, elles sont entièrement blanches, mais il faut les imaginer avec de la splendeur, quoi. Et même, il y avait des éléments métalliques qui étaient injectés dedans, enfin, inscrits dedans, et justement, les petits trous de trépan pouvaient être aussi utilisés pour plaquer le métal. Donc oui, bien sûr, il y a de la polychromie. Je voulais simplement intervenir entre le statut de sculpteur et de tailleur de pierre, mais je pense qu'il faut remettre ça dans les époques. Aujourd'hui, un tailleur de pierre, on emploie les cathédrales, celui qui rénove et tout ça, et un sculpteur, c'est la personne qui crée. Mais je pense que peut-être à l'époque byzantine, donc ce que vous appelez sculpteur, en fin de compte, chaque motif
même s'il y a un motif qui est récurrent, il y a le style, certainement le style de la personne qui a taillé le motif. Donc on peut appeler ça de la sculpture par rapport à l'époque. Oui, ça va être, c'est pas un travail individuel, mais ça va être l'atelier. Oui, c'est un travail d'atelier, oui. J'ai encore une question par ici. Alors, pas forcément une question, mais aussi une remarque sur le statut sculpteur-tailleur de pierre. Même jusqu'au siècle dernier, attention, un tailleur de pierre, la différence de statut n'est pas sur l'originalité. Parce que les tailleurs de pierre avaient chacun leur créativité. Et par exemple, détail très simple, si vous vous promenez dans un vieux cimetière et que vous voyez différentes formes de chapiteaux au-dessus des tombes, années 40, même jusqu'aux années 60, des vieux tailleurs de pierre qui faisaient... Chaque tailleur de pierre avait son motif. Donc c'était une création originale à chaque fois. Donc c'est, selon moi, le tailleur de pierre artiste, la différence n'est pas du tout l'originalité, ni le fait de faire des commandes. Parce qu'un artiste peut faire des commandes. On parle de Camille Claudel, si on prend Rodin, le nombre de fois où il a pris des commissions. Donc c'est juste... voilà. Après, c'est une différence aussi de statut social et tout simplement de représentation. L'artiste, quelque part, je pense on parle moins de l'apprentissage, alors que le tailleur de pierre, les règles d'apprentissage sont peut-être plus strictes. Mais c'est purement une représentation sociale qu'on a, qui n'est pas liée, à mon avis, à l'originalité. Voilà, alors attendez, le débat n'est pas terminé. Est-ce que, comme c'est le cas plus tard chez nous au Moyen-Âge, est-ce que les pierres, elles sont signées par la personne qui l'a travaillée ou est-ce qu'elles sont toutes anonymes? Alors, ça c'est super intéressant parce que c'était une de mes réflexions il y a quelques mois. Parce qu'à Sainte-Sophie, on a des signes lapidaires, pas que sur l'appareillage, mais on en a aussi sur les sculptures. Donc on a des signatures de sculpteurs ou d'ateliers. Mais c'est à Sainte-Sophie. Ici, pour l'instant, parce que c'est pour l'instant, en fait, on a le corpus dépend des fouilles réalisées, et ici, pour l'instant, j'en ai aucune. Mais c'est mon rêve d'en trouver, hein, je vous avoue. c'est trop bien, quoi. Là, je crois qu'on a fait un bon débat là, autour de sculpteurs, tailleurs de pierre, art byzantin. Très bien. Merci encore à Daphné pour son intervention. Voilà. Alors la semaine prochaine, vous ferez peut-être aussi débat autour de Tommy Ungerer, puisqu'on va parler de lui avec Thérèse Villers. Donc on vous souhaite d'ici là une bonne semaine. Déjà, info, il y a une conférence la semaine prochaine, mais la deuxième semaine des vacances, il n'y a pas de conférence du lundi, que vous le sachiez déjà. Voilà, bonne semaine, à bientôt.